Donc, pour revenir un peu sur le sujet que je vais aborder aujourd'hui, dans un premier temps, moi, j'aimerais bien revenir un petit peu sur cette terminologie. Donc, on va prendre plutôt la version anglicisée, on va dire, Red Team Automation, parce que c'est ce qui va regrouper l'ensemble des différents outils, méthodes, approches que je vais vous présenter. L'idée, c'est de faire un tour d'horizon un petit peu de ce qui est disponible, de ce qui a été créé, de ce qui amène aux technologies qu'on utilise aujourd'hui et aux différentes approches auxquelles on a affaire aujourd'hui. Et je présenterai un petit peu plus particulièrement ce qu'on fait chez Confucius. Alors, il faut savoir que je suis du coup consultant cybersécurité, DevSecOps, responsable cybersécurité chez Confucius sous la marque Conxi, qui va regrouper toutes nos activités de SN. Donc, c'est vrai que la confusion se fait assez rapidement. Confucius, on est plutôt spécialisé sur de la formation. Conxi, c'est tout ce qui est activité plus traditionnelle. Donc, pour lever le doute, tout ce qui va considérer les activités de cybersécurité seront sous la marque Conxi. Et du coup, on développe depuis peu une solution d'automatisation Red Team. Qu'est-ce que c'est Aujourd'hui, on va identifier vraiment deux parties qu'on retrouvera et qui proviennent du domaine militaire, qui sont la Red Team et la Blue Team. Donc, la Red Team, plutôt les actions, on va dire, offensives, même si la terminologie n'est pas vraiment exacte dans le cadre civil, et plutôt la Blue Team, tout ce qui va être des activités défensives. Aujourd'hui, on a de plus en plus la montée, on va dire, de ce qui est Purple Teaming, et le Red Team Automation s'inscrit beaucoup dans cette optique-là, même si ce n'est pas les seules approches possibles. C'est une terminologie générique, hein, Red Team Automation. Donc, du coup, c'est l'automatisation de la Red Team. C'est pour ça que dans le cadre de Gangnir, on parlera de quadriciel, d'automatisation d'attaque offensive, d'action offensive. Dans la Red Team, on essaiera de reproduire des scénarios d'attaque qui sont des scénarios d'attaque que pourrait employer un acteur malveillant, une partie adverse. Dans la Blue Team, on va mettre en place tout un ensemble de contrôles de sécurité, de procédures et de méthodes qui nous permettront de venir couvrir d'un point de vue sécurité l'ensemble de notre système d'information. La Purple Team, c'est une collaboration entre ces deux équipes de manière à identifier de manière plus précise et plus directe l'ensemble de de pouvoir évaluer le bon fonctionnement de ce qui a été mis en place. C'est un peu le rôle de la Red Team, hein, de venir permettre l'évaluation des solutions défensives qui ont été mises en place. Dans le cadre du Purple Teaming, on va rentrer dans un cadre collaboratif. La Red Team Automation va simplifier ces actions-là. Et du coup, l'idée derrière la Red Team Automation, et ce qu'on trouvera comme fil rouge assez commun à l'ensemble des approches que je vais présenter par la suite, ça va être de permettre la garantie de la couverture d'angle mort au vu des mécanismes de protection qu'on a pu mettre en place. Dans l'approche de Confucius, on a voulu aller jusqu'à la possibilité de mettre en place du Red Team au sens Tiber EU. Alors, je ne sais pas si en France on en a aujourd'hui, je ne suis pas au courant de directives spécifiques. Donc, j'ai pris plutôt les directives spécifiques luxembourgeoises parce que c'est assez bien documenté et ça s'inscrit pas mal dans le cadre de ce qu'est Tiber EU. Donc, ce qu'est Tiber EU aujourd'hui, c'est comment mettre en place pour le secteur bancaire essentiellement, mais qui, à mon avis, peut se retranscrire sur tout un tas d'industries, une méthodologie de conduite d'action offensive basée sur de la collecte d'informations. Donc, c'est le Red Team, c'est un cadre pour les prestations Red Team au sens consultant Pentest Red Team, où on ira jusqu'à des compromissions plus avancées que juste travailler pendant une semaine sur un périmètre défini. Et du coup, d'être en capacité de mettre en confrontation des actions de parties adverses exotiques avec les security gates, enfin, les contrôles de protection qu'on a pu mettre au sein de notre entreprise. C'est pas
une science ou une approche qui est nouvelle. En 2007, on a déjà des papiers de recherche qui vont proposer des frameworks d'automatisation du red teaming. Il ne faut pas oublier que le red teaming ou blue teaming, c'est quand même du lexique militaire et qu'effectivement, quand on parle d'automatisation red team, on va assez vite retomber dans le domaine militaire pour ce qui est de certaines actions. En 2007, il y a déjà des papiers de recherche qui ont évoqué le sujet. Aujourd'hui, c'est quelque chose qui s'est industrialisé et qui s'est transposé au monde civil. En soi, quand on parle de Red Team Automation, dans les modèles qu'on a pu identifier, que je vais décrire par la suite, on a identifié plusieurs axes. Donc, on va avoir un premier modèle qui va être plutôt orienté autour de l'infrastructure, et ça rejoint un petit peu ce que j'ai pu présenter sur Tiberu juste avant. C'est que pour faire du Red Team, on a besoin d'une infra. Aujourd'hui, quand on prend des exemples de menaces actuelles, alors je ne sais plus quel exemple de ransomware j'ai pris, mais quand on prend des exemples de menaces actuelles, on se repose rarement sur un seul binaire qui va exploiter un ensemble d'une infrastructure. En général, c'est un binaire qui se trouve intégré au sein de tout un système. Et du coup, pour faire de la Red Team, même côté offensif, on a des besoins d'infrastructure. Donc, on a un premier point de vue de ce qu'est l'automatisation de la Red Team par l'automatisation de la création de l'infrastructure. Une fois cette infrastructure créée, on va avoir beaucoup de solutions qui déploieront un agent au sein de votre SI, un agent qui va simuler des actions malveillantes, donc qui vont être notamment très orientés sur ce qui va être mouvements latéraux. Mais c'est du coup plutôt dans le cadre de Purple Teaming, parce que c'est une installation volontaire de l'agent de la part du mandataire. Il y a un autre modèle émergent qui rejoint beaucoup la modernisation, on va dire, des approches de développement, qui va être le DevSecOps, et du coup la généralisation de l'évaluation continue. Donc aujourd'hui, on vous vend du pentest continu, du CART, on y reviendra un peu plus tard. C'est du continuous red teaming. Donc au même titre que vous avez du SAST et du DAST dans certaines solutions de chaîne DevSecOps, de mise en place de chaîne DevSecOps, on commence à avoir des approches qui nous permettent de brancher un agent sur une infrastructure avant déploiement et qui nous permettent de faire du pentest de manière continue. On a également, dans le cadre de l'entraînement, un besoin d'être en capacité de reproduire des actions offensives de manière à entraîner les équipes défensives. Donc, oui, effectivement, pour répondre tout de suite à la question, l'objectif de ces outils en général, ça va être plutôt d'essayer de couvrir les angles morts. C'est ce qu'on vendra la plupart du temps. Ça va être d'être en capacité de couvrir les angles morts au niveau du SI. Donc, effectivement, on va déployer des red teams qu'une fois qu'on a atteint un certain niveau de maturité ou qu'on veut évaluer des équipements, des solutions, des procédures, des méthodes qu'on aurait mis en blue team. C'est pour ça que, pour moi, aujourd'hui, à mon sens, le red teaming ne peut pas se passer des équipes blue team. Et le purple team est quelque chose de très intéressant. On y reviendra plus tard. Pour l'instant, on va présenter un peu les solutions. Il y a aussi une approche, donc je vous ai présenté les deux approches, donc le DevSecOps, la partie automatisation, donc j'y reviendrai plutôt chaos engineering qu'on va retrouver. Le besoin d'entraînement, aujourd'hui, si vous prenez certaines plateformes de CyberRange, dans ces plateformes de CyberRange, ils ont un moteur de génération d'attaques, où ils ont la capacité de générer des attaques. Donc, je prendrai quelques exemples là-dessus. Il y a aussi le besoin du point de vue de l'automatisation personnelle du bug bounty. Donc, c'était un peu l'objectif premier de cette solution. Il faut savoir que c'est une solution que j'ai développée par une seule personne sur le temps libre jusqu'à présent et qui aujourd'hui deviendra potentiellement un produit en fonction de l'intérêt qu'on arrive à susciter auprès de nos clients. Automatisation de l'analyse de malware aussi, j'y reviendrai, et automatisation de la réponse à incident dans certains cas. Ce n'est pas notre objectif, mais pour couvrir un petit peu la Red Team Automation, on reviendra sur ce sujet-là. Par contre, chez Confucius, on a identifié une problématique, c'est que tous ces outils-là sont bien, mais reposent essentiellement sur de l'automatisation. Ça veut dire qu'en gros, on va définir un modèle. Une fois que ce modèle a été défini, a été joué, il n'évolue plus et on ne peut pas travailler sur les états qui ont été générés par ce modèle. Et du coup, l'idée derrière la solution Gungnir qui a proposée par Confucius,
c'est d'être en capacité d'apporter à l'être humain et à l'auditeur qui se trouve derrière son audit Red Team la possibilité d'interagir avec des états qui ont été proposés par des outils automatisés. Et je reviendrai du coup sur comment est-ce qu'on a fait ça. La question essentielle derrière notre intérêt à ces technologies-là, c'est la réponse à qui sommes-nous. Alors, qui sommes-nous de manière générale, et j'y reviendrai en fin de présentation, mais surtout, qui est l'attaquant? Comment fonctionne un attaquant? Pour ceux qui connaissent un petit peu cette interface, j'ai demandé à notre cher IA OpenGPT, ChatGPT, comment modéliser l'état d'esprit, le cheminement de pensée et la cognition d'un pirate informatique. Parce que chez Confucius, c'est vraiment ça qui nous intéresse. Plus que la solution technique à proprement parler, aujourd'hui, ce qui nous intéresse, c'est d'être en capacité de proposer des modèles, de faire évoluer ces modèles et potentiellement, du coup, de s'appuyer sur de l'intelligence artificielle pour pouvoir nous assister dans ce besoin-là. Je parle bien de nous assister parce que vous allez voir, en termes de structure, on ne repose pas essentiellement sur cette technologie-là, mais plutôt sur l'être humain qui est derrière. Donc, je vous donnerai la réponse qui m'a fournie un peu plus tard dans la présentation. Pour l'instant, l'idée, c'est de vous proposer des exemples de ce qui est existant en termes d'automatisation de Red Team. Aujourd'hui, si on parle d'automatisation de Red Team, tous les scripts que nous, on fait en tant que consultants de pentest, Red Teaming, Purple Teaming, on peut considérer que c'est de l'automatisation de Red Team. Alors, j'ai pris l'exemple de Burpa parce que c'est quelque chose qui va énormément nous parler, étant donné qu'on utilise assez régulièrement Burp Suite. On va avoir l'intégration de Burp Suite avec Selenium, ce qui nous permet d'instrumentaliser un navigateur. Et on voit déjà que sur les 7 exemples de solutions-là en particulier, on a quand même cette notion d'infrastructure qui est omniprésente. Malgré le fait que ça s'appuie juste sur un script, on a quand même une interconnexion entre un ensemble d'éléments qui constituent une infrastructure. Un navigateur qui va être intégré avec un moteur d'instrumentalisation qui est Selenium, qui lui-même va interagir avec Burp, qui va être le moteur d'intelligence, on va dire, derrière cette automatisation-là. Donc, cet exemple-là de Burpa est assez intéressant parce qu'on commence à rentrer sur de l'automatisation entre guillemets avancée. On a une infra, on a un moteur qui permet de générer des scénarios qu'on a définis au préalable avec des scripts. Par contre, le contexte est très propre à la solution qui est utilisée et les scripts qui vont être générés seront propres à une technologie, un cas d'utilisation en particulier. Donc, ils vont être assez difficiles à reproduire ou en tout cas d'être en capacité de modéliser des scénarios qui permettent d'arriver jusqu'à la compromission, c'est-à-dire d'avoir vraiment le end-to-end de l'identification à la compromission. Ce n'est pas vraiment l'objectif de cette approche-là, puisque l'identification a déjà été faite au préalable. Les autres types de solutions qu'on retrouve énormément, ça va être toutes les solutions qui permettent de faire des mouvements latéraux, de pouvoir se propager au sein d'un réseau, parce qu'en termes de complexité, on a une complexité qui est assez forte, mais où les opérations sont très séquentielles. Et du coup, quand on réalise un test d'intrusion interne, on aura tendance à reproduire de manière systématique la même approche de compromission. Les chemins vont être différents en fonction des consultants, mais on se retrouvera sur les méthodes utilisées, sur les techniques utilisées, sur les prises de décision, etc., etc. Il y a une solution qui s'appelle CheeseTool qui permet de scripter au travers de scripts PowerShell la compromission d'un réseau local. Mais ça nécessite encore une fois l'installation d'un agent qui, lui, va remonter des informations et qui sera instrumentalisé par un moteur au-dessus. Encore une fois, ici, sur ce type de modèle-là, très difficile de modéliser l'attaque à proprement parler. On peut prendre des décisions de manière séquentielle, mais on n'arrive pas à modéliser de manière claire quels sont les chemins d'attaque, quel est le profil d'attaquant et quelles sont les actions qui vont être réalisées. Il y a un exemple que j'aime beaucoup et qui rejoint un petit peu, qui va faire la jonction entre ce que nous, on réalise justement en utilisant ces outils de propagation qui s'appelle Infection Monkey. Infection Monkey s'inscrit dans la… C'est une solution de Guardicore. Infection Monkey s'inscrit dans
l'idéologie, dans la mouvance DevSecOps, et notamment une science en particulier dans ces solutions-là, qui est le chaos engineering. Donc, qui a été beaucoup démocratisé par Netflix, notamment avec l'utilisation des Chaos Monkey. C'est pour ça qu'aujourd'hui, on continue à conserver cette dénomination de singe et du coup, la création d'un outil qui s'appelle Infection Monkey. Le principe d'Infection Monkey, c'est que c'est un agent autonome. Là où sur la solution comme Chistool, on a un opérateur derrière qui va faire l'organisation des actions de compromission, dans le cadre d'Infection Monkey, c'est juste un agent qu'on déploie qui est totalement autonome et qui va essayer de se propager sur l'ensemble du réseau en enchaînant des groupes de vulnérabilité. Il n'a pas forcément de décision en interne, mais il va essayer de se propager en fonction du loot, je n'ai pas la terminologie en français, mais en fonction du butin qu'il obtient au fur et à mesure de sa compromission, il sera en capacité d'aller de plus en plus loin dans le réseau et il va, à la sortie, nous générer un rapport sur quel est le chemin qu'il a emprunté pour réaliser sa compromission. Donc, l'intérêt d'Infection Monkey, c'est que c'est vraiment un agent qu'on va déployer et dont on ne s'occupe plus. Là où sur des solutions comme Chistool, comme les solutions où on va scripter, on a quand même eu un besoin d'interaction humaine. On a des solutions qui vont… alors moi, j'avais découvert il y a assez longtemps une solution qui s'appelle Viper, qui a évolué depuis et qui aujourd'hui se rapproche beaucoup plus de ce qu'est un Cobalt Strike, par exemple, mais qui à l'origine était un moteur de génération de scénarios d'attaque et qui vous permettait après de vous fournir une cartographie de ce que vous avez compromis et de quelles sont les méthodes que vous avez utilisées pour pouvoir le compromettre et d'avoir la capacité de les rejouer. Mais encore une fois, c'est quelque chose de très statique, c'est-à-dire que c'est défini en amont. Et après, on va jouer un pool de scénarios et on ne va pas donner d'enchaînement logique. Il n'y a pas d'opération, d'intelligence qui nous permettent d'avoir une logique derrière la compromission. Là où nous, ce qu'on souhaiterait plutôt, c'est d'être en capacité de rejouer un scénario à proprement parler. J'avais pris l'exemple de TrueBot pour pouvoir montrer un petit peu que c'était au niveau de l'infrastructure qu'on avait des soucis aujourd'hui, c'est-à-dire qu'on ne peut pas faire de la compromission complète end-to-end en utilisant des techniques d'automatisation de Red Team si on n'a pas l'architecture adéquate, parce qu'aujourd'hui, la menace réelle acte de la même façon et repose sur une infrastructure pour pouvoir faire de la compromission. Donc, si on veut être en capacité de rejouer un scénario au plus proche de ce qui pourrait nous arriver réellement, on a la nécessité d'avoir l'infrastructure et du coup, tous les outils que je viens de vous présenter ne reposent pas sur l'infrastructure, ils reposent sur un agent qui a été déployé. Donc, ça va permettre d'identifier quels sont les points de vigilance à avoir au sein d'un réseau, mais ça ne prend pas en compte le processus de compromission initiale. On a aujourd'hui des solutions qui nous permettent d'avoir des infrastructures de Red Team. Si on prend un exemple d'infrastructure de Red Team, vous avez, alors il y a Overlord et il y a un document de Bluescreen of Jeff qui vous décrit un petit peu de quoi est-ce qu'on peut avoir besoin. Alors c'est vraiment, ce n'est pas exhaustif, mais ça vous décrit un petit peu de quoi est-ce qu'on aurait besoin dans le cas de compromission Red Team. Et du coup, on voit qu'il y a quand même une part forte d'infrastructure derrière ces solutions-là et que du coup, on ne peut pas se contenter de s'appuyer sur un agent qu'on va déployer dans une infrastructure qui aurait été compromise parce qu'il y a tout un pan de ce qu'on a mis en termes de mécanique de sécurité qui ne sera pas évalué. Overlord, c'est une autre solution. La différence d'Overlord avec la solution de Bluescreen Jeff Off, c'est que Overlord automatise vraiment la création de l'infrastructure en déployant ça sur du cloud service. Il y a une certaine problématique à utiliser du cloud service pour faire ce type de prestation parce que déjà, il faut avoir un opérateur un fournisseur d'accès qui vous autorise à le faire et ce n'est pas autorisé partout. Dans le cas du trading, on a également ce besoin d'infrastructure. Et alors je prends deux solutions que je connais, qui sont des solutions françaises. Il y en a une troisième en termes de solutions françaises, ça va être aussi la CyberRange d'Airbus.
Mais aujourd'hui, toutes ces ranges ont un petit peu la même approche. On va s'appuyer sur un hyperviseur, une solution d'automatisation de génération de ce qui va être l'environnement d'entraînement, donc en général l'environnement Blue Team. Et jusqu'à présent, ces solutions se contentaient de mettre à disposition ces infrastructures. De plus en plus, elles travaillent à avoir un moteur de génération d'attaque, donc un moteur de génération Red Team. C'est le cas d'Airbus qui, dès la création de la plateforme, avait pris en compte cet aspect-là. Aujourd'hui, si on prend la range de Diateam, on a une partie opérateur Red Team, on a une partie génération de trafic. Si on prend Malice, on va avoir ces solutions-là aussi. Donc, côté entraînement, on a besoin aussi, pour pouvoir entraîner nos équipes, d'être en capacité de leur proposer un scénario cohérent auquel se confronter. Pour ce qui est de la partie DevOps, DevSecOps, GitLab met à disposition des solutions qui permettent de faire du DevSecOps nativement dans la plateforme déjà. Mais c'est plutôt des solutions qui font du SAST et du DAST, donc Static Analysis Security Testing et Dynamic Analysis Security Testing. Donc, c'est des tests statiques et dynamiques, c'est notre analyseur de code statique et c'est notre scanner de vulnérabilité. Mais ce n'est pas aujourd'hui suffisant pour pouvoir être en capacité de rejouer des scénarios complexes. Donc, on a des solutions, comme par exemple la solution d'IBM qui est Randori, qui s'inscrit dans quelque chose qui s'appelle le Continuous Automated Red Teaming. On a des solutions comme Patrol qui le font aussi. En termes de terminologie, on va dire qu'on a 3 grands pans. Le Pentest as a Service, les ASM, donc c'est l'identification d'endpoints, de points d'accès qui seraient exposés sur Internet, et le CART, du coup, Continuous Automated Red Teaming, qui sont aujourd'hui, on va dire, ce qu'on a en termes de business qui est proposé dans l'industrie. Celle d'IBM permet de brancher, du coup, un agent, un opérateur qui va venir constamment, de manière régulière, venir auditer l'application qu'on lui aura demandé d'ingérer. C'est le même cas chez Pentera. L'approche étant différente parce que les solutions techniques utilisées sont différentes. Mais en termes de résultats, on va se retrouver avec des choses très, très similaires entre Pentera, Patrol et IBM. Historiquement, on a le Red Team Automation qui commence à se standardiser, on va dire, avec notamment l'apparition de Mitre Attack. Donc, la matrice Mitre, c'est une matrice qui nous permet de venir identifier les différentes étapes, les techniques, tactiques et procédures employées par un attaquant pour pouvoir arriver jusqu'à la compromission complète. Et effectivement, c'est le modèle que nous, on a retenu chez Confucius. C'est le modèle qui a été retenu par RTA aussi, et c'est également le modèle qui est retenu par le Mitre et Red Canary, qui va notamment venir compléter un outil qui s'appelle Caldera, que je vais vous présenter un petit peu après. Mais aujourd'hui, ce qui nous permet de standardiser en fait la notion de scénario à proprement parler, ça va vraiment être la syntaxe et taxonomie du Mitre Attack, parce qu'elle nous permet de venir identifier de manière atomique les actions réalisées par un attaquant et de les regrouper en termes d'adversaires. Et de dire, par exemple, un bug hunter, il va enchaîner ces vulnérabilités-là, il va tenter d'exploiter ces vulnérabilités-là, il va utiliser ces méthodes-là. L'avantage aussi, c'est que, étant donné que le Mitre est une ressource qui est employée par les équipes de CTI, enfin de Threat Intel, on va pouvoir s'alimenter de ce qui est menace actuelle et potentiellement, on va pouvoir modéliser ces menaces pour pouvoir les retester chez nous. Red Canary a vraiment proposé un corpus intéressant pour Caldera, permettant de réaliser des actions de manière atomique. Donc, il y a vraiment cette notion d'atomicité dans la réalisation d'une action. L'avantage du Mitre, c'est que ça permet de standardiser la façon de modéliser la menace et notamment de pouvoir générer et créer des scénarios. En termes de modélisation, vous avez Paragon qui a proposé une approche qui permet d'identifier des tâches à réaliser. Il n'y a pas de notion de scénario à proprement parler, mais on aura un ensemble de tâches à réaliser et en fonction des objectifs et des actions qu'on aura identifiées, des vulnérabilités qu'on aura identifiées, on pourra aller plus loin en termes de compromission. Ça rejoint un petit peu ce que faisait Infection Monkey, sauf qu'ici, c'est quelque chose de très modulaire parce qu'il n'a pas d'action définie. Donc, on peut lui proposer
un ensemble d'actions à réaliser sans forcément lui définir quel est le scénario qu'il doit reproduire. C'est une approche différente, ce n'est pas le choix qui a été fait par Confucius parce que la problématique dans l'utilisation de Paragon, c'est qu'il n'y a pas de standard en termes de modélisation de la menace. C'est-à-dire qu'on n'a pas quelque chose qui est standardisé, qui serait compréhensible par l'ensemble des outils qu'on utilise, qui nous permettrait de reproduire une action qui aurait été réalisée par l'équipe Red Team. Chez Confucius, on a décidé de faire confiance aux IA. Donc, ce n'est pas le cas dans la démonstration que je vous proposerai tout à l'heure, mais notre volonté, c'est de venir être en capacité de découvrir des nouveaux scénarios d'attaque. Pourquoi? Parce que c'est une interprétation très personnelle, mais on considère qu'aujourd'hui, en termes de réalisation d'attaque, on n'a rien de vraiment novateur. C'est-à-dire qu'on s'appuie sur des connaissances historiques, des attaques historiques, des méthodes de compromission historiques appliquées à des nouvelles technologies, mais on n'a pas de nouveaux modèles de compromission. Et du coup, plutôt que de s'enfermer sur notre connaissance humaine, on a décidé de plutôt préférer un modèle de génération d'attaques qui serait basé sur une intelligence artificielle qui serait confrontée à une architecture. Le choix qui a été fait, ça va être d'utiliser dans un premier temps, et c'est ce que je vous présenterai aujourd'hui, plutôt une approche par arbre de décision. On n'a pas une intelligence forte, c'est-à-dire que ça sera un petit peu comme ce qu'on a pu voir avec Infection Monkey, avec Paragon, c'est qu'on aura, est-ce qu'on a réussi à réaliser l'opération précédente? Qu'est-ce qu'on a collecté? En fonction de ce qu'on a collecté et du succès de l'action précédente, on enchaînera une autre action. C'est le fonctionnement de Mitre Caldera. Donc aujourd'hui, pour présenter un petit peu la solution, Mitre Caldera, c'est vraiment une solution d'automated red teaming. Le principe de Caldera, c'est d'être en capacité de rejouer des adversaires. Chaque adversaire aura un ensemble de capabilities. Ces capabilities et ces adversaires feront l'objet d'opérations qui auront lieu sur un agent. Donc, en gros, Caldera, c'est l'orchestrateur qui aura en interne l'ensemble des actions réalisées par un attaquant, qui déploiera son scénario et qui prendra des décisions en fonction du succès ou non des différentes attaques qui ont été définies au sein du scénario. Donc, c'est une prise de décision très simple, très naïve. Ce qu'on souhaite mettre dans un premier temps, c'est de s'appuyer sur des graphes de connaissances, des knowledge DB, notamment Kraken AI. C'est pas vraiment défini. C'est la solution que je connais aujourd'hui, donc c'est plutôt là-dessus qu'on va s'appuyer. Et de mettre cette surcouche par-dessus le modèle qui est proposé par Caldera, parce que c'est un bon modèle en termes de modélisation de la menace. On considère, personnellement, chez Confucius, on considère que c'est un modèle suffisant pour nos besoins. Et du coup, derrière, de modéliser ça, encore une fois, la question à laquelle on souhaite répondre, c'est qui sommes-nous et qui sommes-nous en tant qu'attaquants. Donc, du coup, on a allé un peu piocher sur certains frameworks d'analyse cognitive plutôt que d'intelligence artificielle à proprement parler. On a voulu proposer un modèle cognitif sur lequel on va intégrer de l'intelligence artificielle. Le modèle qu'on a retenu, c'est plutôt MicroPsy parce que c'est un modèle qui s'intègre bien avec nos solutions. Techniquement, elle va s'intégrer relativement bien avec nos solutions, étant donné que MicroPsy s'appuie sur les motivations d'un agent au sein d'un monde. Le framework aujourd'hui, vous pouvez l'utiliser sur un monde qui est un monde similaire à Minecraft. Et en gros, vous laissez un agent dedans et vous allez le laisser jouer pour voir comment est-ce qu'il arrive à survivre. Aujourd'hui, sa motivation principale, c'est la survie. On peut le motiver à faire d'autres choses. Mais ce qui est intéressant, c'est de prendre cet agent dans un monde et qu'aujourd'hui, c'est ce modèle-là qu'on souhaiterait appliquer pour pouvoir faire de l'intelligence artificielle. Et derrière, d'être en capacité de faire du Natural Language Processing, donc du traitement de langage naturel. Et du coup, ici, on va se rapprocher un petit peu plus de ce qu'est capable de faire ChatGPT, parce que ce que l'on souhaite réaliser avec cet outil-là, c'est la capacité de monter en compétence. C'est-à-dire qu'on va analyser qui nous sommes pour être en capacité de transmettre ses valeurs. Et c'est vraiment cette volonté qui a permis la naissance de l'outil. Donc, on en revient à cette question. Quel est,
quelle méthode utiliser pour modéliser l'état d'esprit, le cheminement de pensée et la cognition d'un pirate informatique et de proposer un modèle. Donc déjà, dans un premier temps, ça va être de comment modéliser le schéma de pensée d'un pirate informatique. Et du coup, en posant cette question-là à ChatGPT, sa réponse est sans équivoque, ce n'est pas possible de modéliser exactement le chemin de pensée d'un pirate informatique. Par contre, on a une approche possible, et cette approche possible, ça va être une analyse de l'individu, parce qu'on va identifier l'attaquant en termes d'individu. On n'a pas généralisé ce qu'est le pirate informatique. Alors, j'ai volontairement utilisé la terminologie pirate informatique, histoire d'éviter la confusion avec Cracker. En termes de terminologie, en changeant un tout petit peu la question, c'est-à-dire que plutôt que de modéliser le cheminement de pensée, on lui demande de proposer un cheminement cognitif, la réponse est différente. Il est passé de pas possible à difficile, parce que du coup, on va le recadrer et le recentrer sur un modèle cognitif à proprement parler. Je vous transmettrai les slides pour avoir la réponse en détail, mais il va identifier le modèle cognitif d'un attaquant par sa manière de penser et d'agir. Donc, on a vraiment ces deux aspects-là, la façon de penser et la capacité à réaliser des actions. Les réponses ne sont pas complètes parce qu'il était planté quand j'ai réalisé les slides, mais c'est suffisant. Si on analyse cette demande-là, on va vraiment avoir ces deux aspects. C'est l'identification d'un individu par sa manière de penser et sa manière d'agir. Donc nous, ce qu'on a voulu capturer avec notre outil, c'est d'être en capacité de capturer la manière de penser d'un consultant et du coup d'être en capacité d'identifier comment il agit techniquement. À un moment donné, j'ai voulu lui faire dire ce que je voulais entendre, c'est que nous, on avait envie d'utiliser ChatGPT pour pouvoir réaliser notre modèle. En lui posant la question sous un angle particulier, on a réussi à lui faire dire que si tu veux faire ce que tu veux faire, utilise ChatGPT. Au niveau du MitraTac, du coup, étant donné qu'on s'appuie sur le MitraTac, je vais faire une passe très très rapide sur le MitraTac. C'est une matrice dans laquelle vous avez les techniques, tactiques et procédures d'un attaquant. Vous voyez qu'on a ce découpage atomique de ce qui va être tactique, donc reconnaissance, ressources, development, initial access, etc. Dans chacune de ces tactiques, on retrouvera une technique, donc accéder à des services distants, taper sur l'API native, etc. Dans chacune de ces techniques, on retrouvera une procédure. Et la procédure, c'est la façon d'agir. Si on revient sur le modèle précédent, la procédure, ça va être la façon d'agir. Donc, ça veut dire techniquement, qu'est-ce que tape dans son terminal le consultant pour réaliser cette action-là. Ça nous permet de pouvoir cartographier de manière plus simple les actions d'un attaquant. Et du coup, étant donné que ça nous permet de cartographier ça, ça nous permettra aussi de proposer un modèle de création de scénario. C'est pour ça qu'on s'est appuyé plutôt sur le MitraTac. C'est ce qui nous semblait le plus mature en termes de proposition, en tout cas dans ce qui est à disposition aujourd'hui, sans avoir besoin de redéfinir un nouveau langage par-dessus ce qui existe déjà et qui est déjà compris par énormément d'outils. On a d'ailleurs une source de données qui est AttackStix, donc c'est la mise à disposition par le MITRE de données qui sont en adéquation avec le MitraTac sur des menaces actuelles. Donc, je ne sais pas moi, vous savez, l'utilisation des touches rémanentes, là, quand on veut changer le mot de passe admin parce qu'on a la flemme de faire autrement, c'est identifié dans le Stix Attack et on va avoir vraiment les procédures qui vont être détaillées. Et du coup, on peut demander à un moteur comme ChatGPT d'analyser cette procédure-là et de réaliser une charge utile, donc une procédure pour pouvoir compromettre un SI en utilisant cette méthode-là. Donc, le Stix Attack est une ressource assez importante et surtout, c'est un état de la menace actuelle. Ça ne s'appuie pas sur de la donnée hypothétique, c'est ce qu'on retrouve dans la nature, étant donné que c'est des solutions qui sont partagées par l'ensemble des équipes de Threat Intel. Et derrière, on va arriver jusqu'à la modélisation, donc la capacité d'agir. Et ici, on utilisera Caldera. Donc, Caldera est assez simple. Ça va utiliser un agent. L'agent sera installé sur une machine. Ça va utiliser des abilities. C'est les capacités, les différentes procédures utilisées par un adversaire pour pouvoir compromettre un SI. Tout ça va être regroupé dans une opération. Une opération, c'est un adversaire qui a des capabilities
qui va être en capacité de discuter avec un agent. Donc ça, c'est dans son utilisation normale de Caldera. C'est-à-dire qu'en gros, on se rapproche beaucoup de ce qu'on avait auparavant, c'est-à-dire la capacité d'automatiser des mouvements latéraux, la capacité d'automatiser des actions réalisées par un attaquant sur une machine déjà compromise. Mais encore une fois, on arrive à un stade où l'agent est déjà installé. On ne va pas considérer toutes les étapes préalables qui a permis l'installation de l'agent, du phishing, compromis exploitation d'une vulnérabilité, etc., etc. Donc Caldera est là vraiment pour pouvoir vous aider une fois que vous avez mis en place vos security gates et que vous voulez évaluer ce qu'un attaquant en interne est capable de réaliser et si vous avez la possibilité de l'identifier. Donc ça nous amène à la présentation de Gagnir, donc qui est notre outil. Notre outil aujourd'hui s'appuie sur une plateforme, sur une logique et sur un agent. La partie logique, c'est essentiellement la configuration d'outils open source. La partie infrastructure, c'est de la configuration de solutions open source. Là où on apporte vraiment quelque chose au sein de Confucius, c'est sur le développement de l'agent et surtout l'utilisation de l'agent. Donc, en termes de structure, on a besoin d'une infrastructure à un moment donné. Donc, on va s'inspirer de solutions comme Exegol, Axiom, Commando VM si vous faites du Windows, ou encore Red Team Automation que je vous ai présenté plus tôt, ou les solutions de CyberRange comme Airbus, Diateam, etc., où on aura une plateforme de virtualisation qui va nous permettre d'instrumentaliser la création de l'infrastructure. Donc, c'est de l'infrastructure as code, hein, c'est une méthode qui est utilisée dans d'autres technologies, enfin dans d'autres approches que le red teaming, mais c'est pratique pour faire du red teaming étant donné qu'on a des besoins d'infrastructure qui sont assez forts. Donc, on va s'appuyer dans un premier temps sur Packer pour générer le template initial qui sera configuré pour pouvoir utiliser Cloud Init. C'est la solution qui nous a paru la plus simple et la plus évidente pour être en capacité de réaliser un POC rapidement. Et l'utilisation de Xen Orchestra, c'est-à-dire que la brique essentielle de notre infrastructure aujourd'hui, notre hyperviseur, c'est Xen Orchestra. Pourquoi Xen Orchestra? Parce qu'il permet de faire du KVM et il va nous permettre notamment de travailler sur des machines Windows. On a présenté un peu plus tôt la capacité de faire l'analyse de malware de manière automatisée. On souhaiterait conserver cette capacité et du coup, c'est pour ça qu'on n'a pas pris de la solution comme Proxmox ou autre, parce que ça ne nous permettrait pas de faire de la machine Windows comme on le souhaite, du moins. Sur Xen Orchestra, on pilote un XCPNG, hein, c'est le nouveau Xen, on va dire, open source. Et tout ça va être coordonné par Terraform. Donc aujourd'hui, la partie infrastructure as code, elle est gérée par Terraform. Nos templates sont créés par Packer et on va utiliser Cloud Init pour tout ce qui va être configuration. Ça nous permet d'avoir un modèle de configuration unique pour l'ensemble de nos machines, peu importe laquelle c'est. Aujourd'hui, on fait du Windows, on a la possibilité de pouvoir faire un équivalent de Cloud Init aussi. Au niveau de notre workflow d'automatisation, du coup, on va s'appuyer sur 3 solutions principales qui sont des solutions open source. Caldera, donc la solution du Mitre. Faraday, qui va nous permettre de faire la visualisation, c'est le dashboard que vous voyez en haut à droite. Et Armory, qui est aujourd'hui notre brique principale de la réalisation des attaques. Je vous ai dit que ce qui apporte vraiment Confucius dans ce type d'approche-là, c'est plutôt l'agent. Ce n'est pas forcément l'infrastructure, c'est quelque chose qui s'est standardisé avec le temps. Aujourd'hui, Caldera devient un standard pour ce qui est de la réalisation de scénarios offensifs. Par contre, la façon dont on utilise Caldera n'est pas du tout la façon initiale d'utiliser Caldera. C'est-à-dire que Caldera, aujourd'hui, elle est censée piloter un agent. Nous, on utilise Caldera pour piloter l'agent, pour réaliser des actions offensives et d'être en capacité de conserver un état de la mémoire à un instant T. C'est-à-dire qu'à chaque action, on va conserver un état de ce qui a été réalisé comme action et on sera capable de pouvoir interagir avec cet état-là manuellement. Et c'était vraiment cette volonté d'être en capacité de réagir, d'interagir manuellement avec des états de scan qu'on voulait combler, parce qu'aujourd'hui, le souci de ces outils d'automatisation, c'est qu'une fois qu'ils nous ont généré notre rapport, on a besoin de faire une nouvelle passe pour faire, par exemple, ne serait-ce que de la levée de doute. Pour ce qui va être du workflow de travail,
on va s'appuyer essentiellement sur des fichiers de configuration qui seront des fichiers de configuration YAML. Et du coup, on va utiliser Ansible pour pouvoir déployer l'organisation des outils, la configuration de l'agent, l'identification des cibles, la réalisation des attaques, etc., etc. Tout ça va être défini au travers d'un fichier YAML qui sera transféré à Caldera et qui permettra l'organisation d'une opération. Donc, je vous rappelle, une opération, c'est un adversaire, un agent et des abilities. Caldera, ici, plutôt que de se contenter de piloter un agent pour stimuler une action de déjà de compromission, en fait, il va être en capacité de piloter une infrastructure. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, nous, on utilise Caldera non pas pour piloter un agent, mais plutôt pour piloter une infrastructure et d'être en capacité de sauvegarder les états de l'infrastructure et les états de la cible. Si on a réalisé un scan sur Tesla.com, par exemple, on va considérer qu'on a fait une première phase qui va être une phase de reconnaissance. On souhaiterait sauvegarder l'ensemble des assets qu'on aura identifiés pour pouvoir réaliser des actions dessus et sur l'ensemble de ces assets d'un seul coup. Donc, on va conserver et un état des actions et un état de la cible et de nos connaissances. Du coup, je vais vous proposer une petite vidéo de 2 minutes. Alors, ça a été fortement accéléré, mais c'est histoire de… Enfin, ça reste un POC. Hein. On n'a pas atteint un niveau de maturité aujourd'hui où on peut vous proposer un produit clé en main. Aujourd'hui, on essaye de susciter l'intérêt et de proposer des axes d'exploitation de ce qu'est le Red Team Automation. On s'en sert au sein de Confucius essentiellement pour faire monter en compétence nos équipes. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, au sein de Confucius, on n'a pas que des consultants cybersécurité. Du coup, pour permettre à ces équipes-là de monter en compétence, on va avoir un consultant senior et on a un historique de l'ensemble des commandes qu'il va taper, une modélisation de cet historique-là et la possibilité de le rejouer. Voilà. Donc, on a voulu avoir à la fois une interface graphique et à la fois une interface terminale. La démonstration qu'on a faite ici, c'est plutôt l'interface terminale. Donc ici, vous avez l'environnement Xen Orchestra. Donc c'est plutôt notre hyperviseur. On utilise Terraform pour le déploiement des différentes machines et vous voyez qu'au fur et à mesure, les machines viennent apparaître à côté. Donc la machine d'attaque, c'est la machine Armory. La machine de reporting, c'est la machine Faraday. Et la machine d'orchestration, c'est la machine Caldera qui va piloter également OpenFaaS et qui va nous permettre d'aller interagir avec une machine Windows 10, même si aujourd'hui, on ne fera pas cette démonstration-là. La démonstration d'aujourd'hui, c'est plutôt un scanner de vulnérabilité classique, standard. Donc, c'est quelque chose qui vous parle probablement. Donc, ça, c'est l'interface de Caldera. On a soit un profil administrateur, soit un profil Blue Team, soit un profil Red Team. Donc, il est vraiment à destination de tout le monde. Si on regarde les agents, donc là, on a un agent qui est installé sur la machine Armory, donc c'est la machine qui permet de faire les attaques. Et vous voyez qu'il y a déjà en interne un ensemble, alors je vais revenir un peu là-dessus, on voit qu'il y a déjà en interne un ensemble d'abilities qu'il est en capacité de réaliser. Donc ça, c'est vraiment la configuration de base de Caldera. Par contre, si on regarde un petit peu dans ces abilities, la plupart des abilities ne fonctionnent qu'une fois la machine déjà compromise. Et on n'a pas l'historique de comment est-ce que cette machine a été compromise, parce que ce n'est pas l'objectif premier de Caldera. Du coup, nous, on en fait une utilisation un peu détournée. Si on regarde une ability, c'est un ensemble de commandes. Donc là, c'était un script PowerShell, mais c'est un ensemble de commandes qui réalise une action. On a différents profils d'attaquants et on a, nous, notamment créé un profil d'attaquant qui est le profil Yggdrasil. Donc, c'est plutôt le profil de ce que fera un consultant quand il arrive sur une cible, quand il fait sa première passe. Il fera une première passe qui va être d'ajouter sa cible au sein de son outil. Donc, nous, on ajoute la cible au sein de l'agent. Une fois qu'on a rajouté la cible, on va faire une énumération de sous-domaines, donc outil populaire, sublister. On fait une énumération de sous-domaines et on garde un état de ces sous-domaines-là. On va faire un nmap sur la cible et on garde un état de ce scan-là. Et on lance un scan nucléi. Alors, pourquoi nucléi? C'est que ça nous permet d'être suffisamment modulaire derrière en termes de réalisation d'actions également sur la cible.
Donc ça, c'est le profil qu'on va dérouler. Donc effectivement, ça se rapproche quand même beaucoup d'un scan de vulnérabilité, même si on a étendu les actions ici. Donc on a une interface graphique qui est l'interface de Caldera. On n'a pas redéveloppé d'interface aujourd'hui, même si c'est un projet, mais pour l'instant, on n'estime pas qu'il y a de priorité sur cette partie-là. Donc, on a la possibilité de réaliser une opération. Une opération, je vous rappelle, c'est un agent avec un adversaire. Donc là, par défaut, il va sélectionner le seul agent qui est disponible, mais on pourrait avoir plusieurs agents et du coup réaliser ces actions-là sur l'ensemble des cibles qu'on a compromises. Ou alors, le faire directement en ligne de commande. Donc là, on a changé la cible. Donc, on a pris Tesla.com parce qu'il y a un programme de bug bounty dessus et qu'on utilise les bons marqueurs. On n'a pas scanné Internet de manière sauvage. Ici, c'est qu'on utilise les bons en-tête avec un profil qui est associé au bug bounty. Donc, une fois qu'on a créé la cible, on va créer une opération. Donc, je vous rappelle, une opération, c'est un adversaire avec un agent. Donc, on va émuler l'adversaire qu'on vient de vous montrer. Et on a la possibilité, alors je vais passer très très vite là-dessus, mais on a la possibilité d'orienter la prise de décision de Caldera en fonction de ce qu'il arrive à collecter. Donc là, il n'y a pas de logique sur la prise de décision. Une fois que l'opération a été créée, elle va se lancer automatiquement. Et du coup, on va avoir les différentes étapes qu'on a identifiées au préalable, donc la récupération du domaine, le démarrage de Subistar, donc c'est un peu plus lent que ça, hein. Là, on a accéléré un petit peu, notamment sur une cible comme Tesla. Et derrière, ça va nous faire une remontée des différentes informations qui ont été découvertes dans Faraday. Alors, Faraday, c'est une solution de pentest collaboratif, historiquement. Ça veut dire que dans Faraday, en réalité, il y a un agent qui est installé sur une machine qui va collecter l'ensemble des lignes de commande qui seront tapées par le consultant et qui, automatiquement, à la volée, va remplir une base de données. Cette base de données, elle sera accessible à l'ensemble des consultants. Et du coup, tout le monde peut s'attribuer un ticket et du coup, travailler sur une des vulnérabilités. On garde un historique et Faraday en a la connaissance. Donc, c'est là où on a la notion de conservation d'état. Donc, on voit que il a réalisé un scan and map avec un sublister. Il a identifié les différents endpoints et il a identifié 165 vulnérabilités, dont 4 critiques. Bon, le souci habituel des scans de vulnérabilité comme ça, c'est la levée des faux positifs. Donc, ce qu'on a souhaité faire, c'est du coup, étant donné qu'on a la capacité d'interagir avec un état, on peut tout à fait reprendre une de ces vulnérabilités-là, regarder la preuve technique et du coup, venir tester la preuve technique au niveau de notre agent à nous. Si jamais on trouve quelque chose de supplémentaire vis-à-vis de cette ressource-là, on est en capacité, étant donné qu'on est dans un environnement qui est intégré, donc là, on va se connecter en SSH à la machine d'attaque, donc c'est la machine d'Armory. On va avoir la possibilité de lever le doute et de compléter notre scan précédent en disant non, en fait, ce que tu découvres en faisant ce scan-là, c'est que c'est une redirection et que c'est pour ça qu'ils considèrent que c'est une vulnérabilité, mais ce n'en est pas une. Donc, on peut aller cependant continuer à travailler sur cette cible-là en disant, tiens, je veux faire une énumération des différents répertoires qui sont disponibles avec un outil comme DearSearch. Et du coup, on va alimenter la base de données en utilisant DearSearch. Ce sera intégré dans la machine d'attaque, c'est-à-dire que c'est transparent du point de vue de l'attaquant, la réalisation de cette opération-là. Donc, je vais terminer avec une petite remarque, on va dire, c'est très rapide. Ouais, c'est normal. Je repartage. Non, j'arrive. Hop, share. Donc, j'espère que c'est le bon. Ouais, c'est le bon. Donc, étant donné qu'on compte quand même travailler avec une IA et que cette IA est un peu jeune, la question qui sommes-nous, c'est quand même une question existentielle. J'étais assez curieux de comment est-ce qu'il se considérait et est-ce qu'il faisait la distinction entre être humain et son propre programme. Donc, en posant la question « Qui sommes-nous ?», il est en capacité de dire que c'est un assistant virtuel. Il est entraîné, donc ça, c'est sa réponse lambda. Vous l'avez probablement déjà croisé si vous avez déjà utilisé la plateforme. Par contre, du coup, si on lui pose la question de qui sommes-nous en tant qu'espèce, il va considérer qu'il est humain en termes de réponse. Il va vous répondre en tant qu'espèce, nous sommes des humains. Et il ne fait plus la distinction entre ce qu'il est lui et ce que nous sommes nous.
En allant un tout petit peu plus loin, on lui demande donc qu'il est humain. Donc, c'était la première question. Alors, moi, j'ai le truc au-dessus, mais la première question, c'est on lui demande s'il est humain. Il va dire que c'est un programme informatique. Par contre, si on lui demande d'ajuster sa réponse précédente, il va dire que en tant qu'espèce, il est humain, mais qu'il est quand même un programme informatique. Donc, il n'y a pas de distinction claire en termes de code entre ce qu'il va considérer comme ce qu'il est en tant que programme et le fait qu'il est quand même associé à un être humain. Donc, du coup, en lui disant que sa réponse est assez paradoxale, il va se distinguer, lui, d'un être humain par sa capacité à réfléchir et à penser. Et du coup, si on lui demande comment modéliser la réflexion et la pensée, sa réponse, ça va être plutôt de s'orienter vers le domaine de l'expertise. Et du coup, on n'arrive pas vraiment à avoir une réponse nette, claire et précise. On en revient toujours à la même question, hein, c'est comment est-ce qu'on va être capable de modéliser la pensée et la réflexion d'un attaquant, c'est notre question initiale. Aujourd'hui, la réponse n'est pas vraiment satisfaisante. Merci. Si vous avez des questions, vous pouvez nous contacter sur conzi.com, évidemment. Et, voilà, les informations pour nous contacter.